Que se passe-t-il lorsque les auteurs des crimes les plus sombres de l'histoire ne sont pas des monstres, mais des individus ordinaires qui suivent des ordres, gardent des secrets et cessent de poser des questions? Dans cet épisode de Gateway Books par Kristens, nous explorons The Reader, un roman poignant sur la culpabilité, l'amour et la complicité, Lethal Women, un récit historique sur les vraies femmes nazies qui ont participé aux crimes du Troisième Reich, et Eichmann à Jérusalem, l'analyse révolutionnaire de Hannah Arendt sur la manière dont le mal peut émerger de l'obéissance et de l'irréflexion. Ces livres nous poussent à repenser ce que signifie la justice, qui porte la responsabilité, et à quel point il est facile de devenir complice lorsque nous refusons de réfléchir. Le mal arrive souvent discrètement. Il ne crie pas toujours ni ne menace. Parfois, il suit des ordres. Parfois, il tamponne un document, ferme une porte ou se détourne sans poser de questions. Dans l'épisode 6, nous explorons 3 histoires qui interrogent ce qui rend une personne complice et ce qui permet à des gens ordinaires de participer à des crimes extraordinaires. Le liseur de Bernard Schlink explore une mémoire de culpabilité et un amour façonné par le silence. Femme de l'étal révèle la vie réelle des femmes nazies qui ont assumé des rôles de violence, non pas en tant que victimes, mais en tant qu'exécutantes. Et Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt nous oblige à affronter le visage tranquille et bureaucratique du mal et le vide moral laissé par ceux qui choisissent de ne pas penser. Rejoignez-moi alors que nous naviguons entre fiction, histoire et philosophie, et que nous nous demandons à quoi ressemble la justice lorsque la vérité est complexe et que le passé refuse de se taire. Je suis Cindy Cruz et voici Gateway Books par Kristens, où la fiction historique ouvre la porte à la véritable histoire. À première vue, Le liseur de Bernard Schlink semble être un roman sur la mémoire, la honte et l'amour impossible. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il devient clair qu'il s'agit aussi de quelque chose de plus profond. La capacité humaine à la fois pour l'aveuglement moral et l'éveil moral. L'histoire suit Michael Berg, un adolescent dans l'Allemagne d'après-guerre des années 1950, qui entame une relation passionnée et secrète avec Hannah Schmitz, une femme de plus de 2 fois son âge. Leur lien est construit sur l'intimité, la routine et une fin tacite de connexion. Pourtant, il est aussi profondément inégal. Hannah garde le contrôle, cachant des parties d'elle-même. Leur relation est marquée par un rituel étrange. Après leur rencontre, Michael lui lit des extraits de l'Odyssée, de La Dame au petit chien et d'autres classiques. C'est un acte de dévotion, mais aussi d'innocence. Michael ne comprend pas encore le monde que Hannah porte en elle. Des années plus tard, alors que Michael est étudiant en droit, il rencontre à nouveau Hannah. Non pas dans les rues de Heidelberg, mais dans une salle d'audience. Elle est jugée pour crime de guerre en tant qu'ancienne gardienne d'un camp de concentration nazi. Au fur et à mesure que le procès avance, Michael commence à comprendre les aspects de la vie de Hannah qu'il ignorait. Sa complicité, ses choix et ses secrets. Un secret en particulier le hante. Hannah est analphabète, un fait qui a influencé ses actions bien plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Schlink tisse ses révélations avec un profond sens des fardeaux psychologiques de la génération d'après-guerre. Michael incarne la confusion morale d'une société aux prises avec la culpabilité collective. Il se sent trahi par Hannah, mais il se sent aussi coupable de l'avoir trahi, d'avoir aimé quelqu'un qui a commis des atrocités et de ne pas avoir pleinement compris ce que cela signifiait quand il était jeune. Dans Le liseur, Hannah n'est ni complètement diabolisée ni absoute. Au lieu de cela, Schlink la dépeint comme une personne qui s'est soumise à un système parce qu'il offrait structure, autorité et un moyen de dissimuler sa honte. Son illettrisme devient une métaphore d'une incapacité plus large ou d'un refus de questionner, de se rebeller, d'imaginer la souffrance humaine que ses actions ont infligée. Il est important de noter que le liseur ne cherche pas à excuser Hannah. Il s'agit de confronter la réalité inconfortable que les personnes qui commettent des actes horribles ne sont souvent pas des monstres. Ce sont des individus ordinaires, imparfaits, qui font des choix dévastateurs, parfois par malveillance, parfois par faiblesse,
parfois par obéissance aveugle. À travers les yeux de Michael, nous avons vécu l'ambiguïté douloureuse du jugement. Le roman force les lecteurs à se demander dans quelle mesure l'ignorance excuse-t-elle les actes? Quand le fait de suivre des ordres devient-il une question morale? Et que signifie aimer quelqu'un qui a franchi une ligne impensable? La prose retenue, presque clinique, de Schlink renforce ces questions plutôt que d'y répondre. Il n'offre aucune conclusion radicale, seulement une douleur silencieuse de compréhension. Une reconnaissance que la mémoire, la culpabilité et l'amour peuvent coexister de manière irréconciliable. L'image finale du roman, Michael visitant la tombe de Hannah, essayant de combler le fossé entre le passé et le présent, résume la lutte centrale de l'Allemagne d'après-guerre. Comment se souvenir sans justifier, comment pleurer sans absoudre, et comment aller de l'avant sans oublier. Dans le liseur, le personnel et le politique sont indissociables. Chaque geste intime entre Michael et Hannah est assombri par les crimes historiques qu'aucun d'eux ne peut effacer. Chaque acte de souvenir est un acte de confrontation. Dans Little Women, les lecteurs découvrent un aspect de l'histoire souvent caché. Les femmes qui ont activement participé aux atrocités nazies, ce n'étaient pas des figures lointaines derrière des bureaux ou des observatrices passives. Elles étaient gardiennes dans les camps de concentration, infirmières dans les programmes de euthanasie, administratrices de cruauté, et elles n'étaient pas des anomalies. Elles étaient des femmes ordinaires, secrétaires, ouvrières, ménagères attirées dans un système de mort et de domination. Le livre dresse le portrait de femmes comme Irma Grese, la célèbre gardienne de Bergen-Belsen et d'Auschwitz, qui n'avait que 22 ans lorsqu'elle a été exécutée pour crime de guerre. La jeunesse et les origines de Grèze, fille d'un ouvrier laitier, compliquent l'image d'un monstre. Elle n'est pas née dans le mal. Elle y est entrée progressivement, choisissant l'avancement, l'autorité et le pouvoir plutôt que l'empathie et la résistance. D'autres profils montrent des schémas similaires. Certaines femmes se sont portées volontaires pour des postes dans les camps afin d'échapper à la pauvreté. D'autres recherchaient des opportunités de statut, de meilleurs salaires ou simplement le frisson du contrôle. Quelques-unes semblaient motivées par l'idéologie, mais beaucoup étaient repoussées par des préoccupations bien plus banales, l'ambition, l'ennui, le conformisme. L'horreur réside non seulement dans les atrocités qu'elles ont commises, mais aussi dans la banalité souvent troublante de leur motivation. Little Women incite les lecteurs à reconsidérer leurs idées préconçues sur la complicité féminine. Les récits traditionnels ont parfois présenté les femmes comme des victimes passives lors des crimes de guerre, mais l'histoire révèle une vérité plus complexe. Les femmes n'étaient pas seulement capables de violence, mais dans de nombreux cas, des participantes enthousiastes. Les procès d'Auschwitz à Francfort ont renforcé cette réalité. Tenus en Allemagne de l'Ouest de 1963 à 1965, ces procès ont poursuivi 22 anciens membres du personnel d'Auschwitz. Pas les architectes du génocide, mais des gardes, des médecins et des employés de niveau moyen et inférieur. Pour de nombreux Allemands, c'était la première fois que l'horreur totale d'Auschwitz était exposée en cours, et la complicité des individus ordinaires ne pouvait plus être ignorée. Parmi les accusés se trouvaient plusieurs femmes qui avaient travaillé à Auschwitz et dans d'autres camps. Certaines d'entre elles occupaient des rôles de supervision. Leurs témoignages ont révélé les mêmes schémas que Hannah Arendt décrirait plus tard. Des individus qui déléguaient la responsabilité morale au système, qui minimisaient leurs choix en insistant sur le fait qu'ils ne faisaient que suivre les instructions. Les procès ont également mis en lumière la portée limitée de la justice. Parmi les dizaines de milliers de personnes ayant servi à Auschwitz, seule une fraction a été poursuivie. De nombreux auteurs, y compris des femmes, se sont réintégrés dans la société d'après-guerre avec peu de contrôle. Lire Little Women en parallèle avec le liseur approfondit notre compréhension du procès fictif de Hannah Schmidt. Le personnage de Hannah n'est pas basé sur une figure historique spécifique, mais ses actions reflètent celles de femmes réelles qui ont navigué dans la bureaucratie nazie avec la même combinaison mortelle d'obéissance, d'intérêt personnel et de détachement. L'un des éléments les plus glaçants de Little Women est à quel point ces individus semblaient normaux en dehors du contexte de leurs crimes. Ils écrivaient des lettres, tombaient amoureux,
bavarder avec des collègues, leur capacité de brutalité coexistait avec leur capacité de banalité. Les vies de ces femmes ne sont pas des récits édifiants sur des aberrations rares. Elles sont des avertissements sur la facilité avec laquelle des personnes ordinaires, femmes et hommes, peuvent devenir des instruments de cruauté extraordinaire. Lorsque Hannah Arendt publia Eichmann à Jérusalem, sa représentation de l'un des principaux organisateurs de l'Holocauste choqua et troubla le public. Elle avait assisté au procès de 1961 d'Adolf Eichmann, un ancien officier SS responsable de la gestion de la déportation des Juifs vers les camps d'extermination, s'attendant à voir un monstre. Au lieu de cela, elle a rencontré quelque chose de bien plus troublant, un homme banal, bureaucratique et douloureusement ordinaire. Eichmann n'était pas motivé par le fanatisme ou une haine profonde. Il n'était ni particulièrement intelligent, ni idéologiquement extrême. Il était, selon Arendt, un homme qui avait échoué à penser, un homme dont les crimes ne découlaient pas du sadisme, mais d'un refus de remettre en question le système qu'il servait. Cette réflexion l'a conduite à la phrase qui définirait le livre et déclencherait des décennies de débats. La banalité du mal. Le propos d'Arendt n'était pas que le mal est trivial, mais qu'il peut s'enraciner dans des lieux banals. Il prospère dans la paperasse, dans les protocoles, dans l'obéissance. Il devient le plus dangereux lorsqu'il est exécuté par ceux qui ne posent pas de questions, ceux qui compartimentent, rationalisent et se soumettent. Ce cadre jette une ombre glaçante sur les histoires racontées dans Little Women. Comme Eichmann, beaucoup des femmes profilées n'étaient pas des idéologues zélés. Il y avait des employés de bureau, des infirmières, des gardiennes et des administratrices qui ont choisi la commodité plutôt que la conscience. Les parallèles avec le liseur sont frappants. Hannah Schmidt n'est pas une allégorie directe d'Eichmann, mais sa logique fait écho à la sienne. Elle insiste sur le fait qu'elle ne faisait que son travail, que les règles étaient claires et que quelqu'un devait le faire. Elle n'est pas malveillante au sens traditionnel, elle est irréfléchie, détachée. Et son plus grand échec, comme celui d'Eichmann, est de refuser de voir pleinement les êtres humains affectés par ses actions. Arendt souligne que l'absence de réflexion n'est pas la même chose que l'ignorance. Eichmann n'était pas stupide, il était évasif, insaisissable et profondément investi dans la protection de lui-même contre le jugement moral. Dans Le Liseur, Schlink reflète cette idée à travers l'analphabétisme de Hannah. Son incapacité à lire devient une métaphore pour quelque chose de plus répandu, un analphabétisme moral partagé par beaucoup de ceux qui ont participé au régime nazi. Les procès d'Auschwitz à Francfort, sur lesquels le cas fictif de Hannah est vaguement basé, rendent l'argument d'Arendt tangible. Ces procès ont poursuivi non pas les cerveaux du génocide, mais les employés, les médecins et les gardes, les personnes qui faisaient fonctionner la machine. Et beaucoup d'entre eux, comme Eichmann, se sont défendus avec le même refrain. Ils suivaient les ordres, ils n'avaient pas le choix. Arendt insistait sur le fait que cette défense n'était pas suffisante. L'obéissance n'efface pas la responsabilité. La conformité n'est pas l'innocence. Le refus de penser est en soi un choix dangereux et coupable. Ce qui rend Eichmann à Jérusalem si durable, ce n'est pas seulement son analyse d'un seul homme, mais son avertissement sur le système qui permet à de tels hommes de prospérer. Les bureaucraties, lorsqu'elles sont associées à l'idéologie et à l'indifférence, peuvent rendre les atrocités impersonnelles. Elles permettent aux individus d'abdiquer leur jugement, de se cacher derrière des rôles, de participer à l'horreur sans jamais avoir l'impression d'avoir appuyé sur la gâchette. Ce n'est pas seulement une leçon sur l'Holocauste, c'est un avertissement sur le pouvoir, la conformité et la tendance humaine à déléguer la responsabilité morale aux structures. Cela nous oblige à nous demander qu'est-ce que cela signifie d'être complice et à quel point pourrions-nous aussi facilement glisser dans des rôles qui exigent l'obéissance plutôt que la réflexion. Le travail d'Arendt est provocateur parce qu'il supprime la distance.
Elle ne nous laisse pas croire que le mal est commis uniquement par les autres. Elle exige que nous voyions comment les systèmes séduisent, comment les ordres réduisent au silence la conscience et comment des gens ordinaires peuvent devenir des agents de tort immenses. En associant The Reader, Little Women et Eichmann à Jérusalem, nous sommes confrontés à une réalisation sobre, mais essentielle. Le mal n'est pas toujours bruyant, il n'est pas toujours évident. Parfois, il porte un uniforme, parfois un costume, parfois une expression vide et des tampons de formulaire. Et si nous voulons le résister, vraiment le résister, nous devons rester vigilants dans notre réflexion, fermes dans notre empathie, et ne pas avoir peur de remettre en question même les formes les plus silencieuses d'obéissance. Les procès d'Auschwitz à Francfort ont révélé quelque chose que le monde n'avait pas encore pleinement affronté, que l'Holocauste n'a pas été perpétré par une poignée de cerveaux, mais par des milliers de personnes ordinaires qui ont endossé des rôles et les ont suivis jusqu'au bout. Beaucoup d'entre eux, hommes et femmes, n'ont pas inventé le mal. Ils l'ont simplement accepté. Ils ont détourné le regard et ont fait leur travail. Les 3 livres que nous avons explorés dans cet épisode nous obligent à affronter cette vérité. Le liseur nous invite à nous interroger sur la manière dont la culpabilité personnelle et la mémoire collective ont façonné la génération suivante. Little Women nous montre à quel point l'ambition et l'obéissance peuvent facilement devenir des armes, et Arendt, dans Eichmann à Jérusalem, nous rappelle que le mal peut prospérer non pas dans le chaos, mais dans l'ordre, lorsque la réflexion cesse et que l'habitude prend sa place. Mais même dans ces histoires sombres, il y a une raison d'espérer. Si le mal peut être ordinaire, alors la résistance peut l'être aussi. L'histoire ne vit pas seulement dans les archives et les procès. Elle vit en nous, dans ce que nous choisissons de remarquer, dans ce que nous sommes prêts à remettre en question, dans la façon dont nous nous souvenons et ce que nous faisons de cette mémoire. Merci d'avoir écouté, lu et souvenu. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, visitez crestance.com où vous trouverez des articles inspirés par les livres, des cadeaux réfléchis et des décorations pour la maison conçues pour les lecteurs qui croient que la littérature et l'histoire ont leur place dans nos espaces de vie. Chaque design soutient la mission de Gateway Books par Crestance de garder les histoires vivantes et de créer un espace de réflexion dans notre quotidien. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour plus d'épisodes, de courts-métrages réfléchis et d'éditions multilingues. Et si cette conversation vous a touché, j'aimerais beaucoup entendre vos pensées et commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à lire avec courage, à penser profondément et à vivre avec perspicacité.